Merci beaucoup, merci à Sandro encore une fois. Je vous propose donc de passer maintenant à la deuxième intervention de cette séance. Donc j'ai le plaisir d'introduire maintenant Enrica Liciani Petrini, qui est professeure à l'Université de Salerne, où elle enseigne la philosophie théorétique. Elle est spécialiste de la philosophie contemporaine, et en particulier de Bergson, Jankélévitch et Merleau-Ponty, et de la philosophie de la musique. Elle s'est consacrée à la pensée de Vladimir Jankélévitch depuis 1983 dans un livre Memoria et Poesia, Bergson et Jankélévitch, qui a en fait introduit la pensée de Jankélévitch en Italie, où donc cette pensée était jusqu'alors inconnue. Ensuite, elle a édité plusieurs traductions en italien d'ouvrages de Jankélévitch, de la musique et l'ineffable jusqu'aux dernières éditions, donc La mort, le je ne sais quoi et le presque rien, et quelque part dans l'inachevé, donc cette année, en 2012, qui ont donc eu un certain écho, une certaine résonance jusque dans la grande presse. Donc Enrica va nous parler maintenant sur le thème, donc c'est une citation entre guillemets, « Tout le monde a des droits sauf moi, pour une éthique du commun ». Merci. Alors, je remercie beaucoup tout d'abord notre merveilleuse organisatrice, c'est-à-dire Flora Bastiani et Joël Ancel qui m'ont invité à ce beau colloque, et aussi François Schwab qui est mon Virgile dans le paradis Jankélévitchien. Alors, je suis bien contente de parler après Boiniche parce qu'il a parlé de Bergson et Lévinas, la justice dans Bergson et Lévinas, tandis que je parlerai surtout de Jankélévitch, et comme ça on va compléter le trio. Alors, il est bien connu que la valeur des philosophes se mesure... je m'excuse pour mon français. Alors, il est bien connu que la valeur des philosophes se mesure pas seulement à la force critique et problématique qui le traverse, ou à la vision singulière des choses qu'il avance, mais qu'elle se mesure aussi, sinon surtout, à sa capacité de nous offrir les trajectoires de pensée, et pourrais-je même dire les paroles justes, même nuit, comme le disait ce matin très bien Frédéric, grâce auquel interroger et penser notre temps et ses urgences. Eh bien, moi je pense que Jankélévitch est un philosophe qui a eu cette force et cette capacité, comme d'ailleurs Bergson et Lévinas. Non seulement du fait de cette adhérence constante entre éthique et tissu concret de la vie, qui est au centre de sa pensée, mais parce qu'il nous aide à démonter certaines catégories du passé et à les repenser différemment à une époque où le vénérable lexique de la tradition et le traditionnel appareil catégoriel classico-moderne semble être entré désormais dans une phase de déclin irréversible et de ne plus être à mesure de nous soutenir. Nous en prenons conscience du reste tous les jours face aux événements fracassants qui arrivent sous nos propres yeux. Et donc, jamais autant qu'aujourd'hui, le vivre intersubjectif, les devoirs qui y sont attachés, et en fait la politique au sens noble du terme, n'ont eu à être aussi profondément rénovés. Et cependant, cela ne peut advenir si ce n'est qu'en repensant à la racine certaines catégories fondamentales, avant tout le sujet, et par conséquent la communauté, et donc la question des droits. Je dis le sujet avec son appareil principal qui sont les droits. Voici le véritable nœud qui aujourd'hui est, et ce n'est pas un hasard, au centre d'un débat ample et serré. De toutes parts, en effet, on se demande, il est encore possible de parler de sujets et de droits à l'ancienne mode et donc de continuer à travailler avec ces deux notions spécifiques à la pensée moderne. Ou bien ne sont-ce pas précisément ces notions elles-mêmes qu'il faut repenser en profondeur en tentant d'accéder à une autre idée du sujet, de l'éthique, pourrions-nous dire, si par éthique nous entendons, au sens étymologique du terme, notre séjour dans le monde avec les autres. Moi, je crois que c'est là exactement que Jankélévitch nous aide à faire, à nous poser ces questions et à nous diriger vers une autre façon de penser le sujet et la communauté,
dans le sillage des fondamentales suggestions bergsoniennes et selon une perspective qui, par certains côtés, se retrouve aussi chez Lévinas, comme je le dirai à la fin. Même si il est bon que je précise dès le début que je ne suis pas une spécialiste de Lévinas, tandis que j'en suis de Bergson et Jokelevitch, et donc sur ce point, je me limiterai à quelques aperçus. Alors, il y a un chapitre du traité des vertus intitulé « La justice », à ma connaissance pas très étudié, qui, selon moi, a un extraordinaire potentiel heuristique par sa capacité de démonter certains paramètres acquis et aussi à faire signe vers des idées nouvelles. Le cadre dans lequel ce chapitre s'inscrit est bien sûr celui retenu par Jokelevitch depuis le début de sa carrière philosophique, c'est-à-dire une vision du réel d'ascendance fondamentalement bergsonienne, comme devenir irréversible au point d'assigner à chaque action un caractère ineffaçable et irréparable. Voilà pourquoi, depuis le début, son attention ne se porte pas sur le plan légaliste des sanctions et des dédommagements, mais il vise une transformation antérieure obtenue au nom de cette grâce, de cette efférence, comme Jokelevitch s'exprime, qui peut seulement guider les comportements des hommes. Voilà donc déjà circonscrit les deux points qui nous intéressent. Premier, dépassement de la justice réparatrice. Second, passage à une justice autre, basée sur l'efférence, la sortie de soi, l'ouverture à l'autre, réciproque des hommes entre eux. À partir de ces quelques éléments, déjà on commence à entrevoir alors combien la perspective de Jokelevitch déborde la conception moderne centrée sur le sujet de droit, clos dans le périmètre de son individualité identitaire. En ce sens, la critique nette des justices distributrices et compensatrices est lumineuse. Il vaut la peine de s'arrêter un moment sur ce point, amplement argumenté par Jokelevitch dans divers textes, mais en particulier dans ce chapitre du traité dont je suis en train de parler. Il s'agit de ces formes d'illégalité dont le pivot est, dit Jokelevitch, je cite, une justice abstraite, transcendante et objective qui représente ou exprime un certain ordre intelligible des relations intersubjectives. Une justice géométrique, pour moi quantitative, parce que de fait abstraite et formelle, en ceci qu'elle fait totalement abstraction aussi bien de ce qu'un individu concret peut avoir de singulier que des conditions et motivations d'un geste ou d'une faute. Une justice fondée donc sur l'universel qui se réfère à une communauté d'essence objective constituée d'égaux qui sont semblables à un sens purement arithmétique selon des normes et ou des lois préétablies homogènes. C'est d'une stratégie régulatrice semblable qui provient directement d'une pratique de la justice distributrice et compensatrice, réparative et nivellante, comme dit Jokelevitch, qu'Aristote déjà nommait lactique, c'est-à-dire commerciale. Je cite, la justice qui remet les choses en état, c'est-à-dire défait ce qui a été fait et refait ce qui a été défait. Elle restitue, rembourse et dédommage. En somme, il s'agit d'une justice close, notez le lexique bergsonien, abstraitement fermée dans le circuit du pur et simple équilibre des comptes. Cette trame juridico-conceptuelle complexe, universelle et abstraite, déjà présente dans le monde hellénique, rejoint, comme Jokelevitch le remarque et on le sait très bien, l'établissement définitif et la formalisation achevée dans le jus strictum romain, grâce auquel s'instaure cette justice dès lors devenue tout à fait formelle et même artificielle, d'où provient ce qu'encore aujourd'hui nous appelons proprement le droit. Or, il ne me servirait à rien de réévoquer tous ces passages, bien présents chez Jokelevitch même si d'une façon non systématique, si ce n'est que c'est de là que provient directement l'échafaudage juridique propre de la modernité.
même si à travers un déplacement conceptuel de l'objectivisme romain au subjectivisme moderne, qui implique l'avènement de la notion de sujet. Et ici, nous arrivons au nom qui nous intéresse, le nom qui relie étroitement sujet et droit. Soyons bien attentifs, nous sommes en train de parler de nous, du cadre conceptuel dans lequel encore aujourd'hui nous vivons et nous pensons nous-mêmes comme sujets doués précisément du droit. Il m'est naturellement impossible ici de reparcourir en détail le chemin sémantico-culturel pluriséculaire qui a déterminé l'avènement de la notion de sujet. Mais il est bon d'en dire quelque chose parce que là prend naissance cette figure humaine et sociale constituée par l'individu moderne, enclin à sauvegarder égoïstiquement seulement ses intérêts propres ou ses droits économiques. Et l'actualité de ce discours, je crois, est évidente à tous. Nous devrons donc nous éloigner un moment de Junkelevitch à travers une digression qui pourra sembler un petit peu pédante, mais qui nous servira à mieux comprendre l'enjeu du discours et à faire ressortir les importantes ouvertures offertes par Junkelevitch lui-même. Comme on le sait, le subjectus, dans l'acception dans laquelle aujourd'hui encore nous l'utilisons, naît au XVIIe siècle. Non tant avec Descartes comme on le croit, mais plutôt avec Locke et Leibniz, à travers une série de transitions et d'interpolations conceptuelles qui vont précisément de la romanité à l'époque moderne en passant par le Moyen-Âge. Je m'appuie pour cela sur l'étude très importante de Alain de Libera et Étienne Balibar. D'abord, et cela doit être souligné, à l'époque médiévale et a fortiori dans l'Antiquité, la notion de sujet n'existait pas. Les seules catégories aptes à désigner un être humain étaient persona ou ego. En revanche, c'est avec Locke en particulier que celle-ci se forme à travers l'interpolation entre le principe médiéval selon lequel omnes actiones sunt suppositorum, toutes les actions doivent avoir leur propre suppos, hypostasis, et le principe de la consciousness, la conscience. À ce moment naît le sujet agent, comme celui qui est fondement conscient de ses propres actions. Et à l'intérieur de ce périmètre conceptuel se forme l'idée typiquement moderne de l'individu autoréflexif, c'est-à-dire capable de se replier, de se réfléchir sur soi-même et donc responsable de ses actions. Et processus à travers lequel l'individu devient précisément cette unité indivisible, individu signifie justement pas divisible, monadique, toute centrée sur sa conscience autoréflexive et close dans le périmètre d'une infranchissable identité. Ce processus est exactement par lequel les individus deviennent, sur le plan social, comme le fera remarquer Hannah Arendt, autant de monades sans interrelation et homogène, écartelées entre une dimension privée close ou repliée en elle-même et une dimension publique qui a le devoir de créer entre elles un lien dès lors purement artificiel. Mais justement, de quoi est constitué alors le lien qui relie les hommes devenus des individus homogènes et interchangeables? Est-ce du sentiment d'appartenance réciproque à une communauté unique? Non. Est-ce de l'agir ensemble, pour le dire encore une fois avec Hannah Arendt? Non plus. Peut-être des passions idéales? Encore moins. Le lien est constitué par l'appartenance à un identique régime de règles, ou plutôt de droits. Ou encore par le système de normes artificielles dans lesquelles est entravée la vie sociale dans un unique but que chacun voit ses intérêts, ses propriétés, ses droits, pensons, garantis et augmentés. C'est de là qu'est née la notion de citoyen, conçu comme sujet capable de se donner des règles de façon autonome, mais pour cette raison précisément, de revendiquer ses droits, qui doivent au plus haut point être garantis et favorisés, précisément parce que l'individu, à partir de ce moment, est autant plus individu, c'est-à-dire identité bien reconnaissable dans son individualité,
qu'il est en possession de propriétés spécifiques, dans le double sens de caractéristiques physico-morales et d'intérêt ou bien matériel. En sorte qu'on est d'autant plus sujet du droit, rect subject, comme le dit Kant, et citoyen, qu'on est propriétaire à divers titres de biens ou de propriété. Il est inutile de souligner, parce que c'est tout à fait évident, combien cette conception renforce cette justice abstraite, artificiellement universelle et tournée vers des identités à tout point homogènes et équivalentes entre elles, cible principale de la critique de Jonkelevitch, auquel donc nous pouvons maintenant revenir. Eh bien, si nous ouvrons les pages de Jonkelevitch, la chose qui saute aux yeux est une critique serrée justement à l'encontre de cette sémantique du droit qui gouverne l'échafaudage juridique de l'Occident. Bien entendu, je le précise d'emblée afin d'éviter tout malentendu, non pas qu'il ne faille pas parler de droit. C'est évident, ils sont importants et sacrés. Mais toute la question est de savoir comment on en parle et sur quoi on met l'accent. Certainement, admet Jonkelevitch, il faut reconnaître qu'il y a à la base de la justice un principe de corrélation, de relation mutualiste entre sujets distincts, ou encore l'idée d'un équilibre parfait du droit et du devoir, du crédit et du débit, entre égaux qui se sentent le fondement même de l'association. Et pourtant, observe Jonkelevitch, quelque chose, je cite, quelque chose nous prévient contre ce cartel de la justice symétrique, basé sur une harmonie d'engrenage des devoirs et des droits qui n'a de sens que dans une optique spéculative ou une scopie contemplationniste. À bien regarder les choses, en effet, dans ce cadre, on ne sort pas du plan d'un égoïsme qui a surtout induit la conscience de soi et de ses propres droits, et la défense avant tout de soi et de ceux-ci. Et où la philothia, l'amour de soi, pour utiliser le lexique jonquelevichien, prévaut sur l'ouverture et l'amour en direction de l'autre. Il faut donc, je cite, contester la suspecte symétrie du devoir et du droit. Ce n'est pas dans la mesure où ton devoir est mon droit que je peux exiger un tel devoir. Mais c'est l'autre a le droit de reconnaître directement mon droit. C'est en effet dans la perspective du spectateur désengagé que mon crédit est la conséquence du vôtre. Mon devoir, de ce monadisme, notez le lexique Leibnizien, apparaît secondairement comme la conséquence privative ou négative des droits d'autrui. Et réciproquement, le devoir d'autrui résulte de mes droits fondamentaux. En somme, de cette perspective, mon droit est l'archétype de tout le reste. La position de Jonkelevitch est complètement opposée. Et nous dirons, nous, tout le contraire, que le devoir est positif et premier, que la réciprocité est incomplète et qu'il y a dissymétrie. Par rapport au devoir, c'est plutôt le droit qui devient adjectival. Certes, votre droit est mon devoir, comme mon devoir est votre droit, mais votre devoir à son tour n'est mon droit que par racroque et indirectement. Et quant à mon droit lui-même, il n'est mon droit que pour les tiers. Il a donc réversibilité entre mon devoir et ton droit, mais non pas entre ton devoir et mon droit. Dire j'ai des devoirs uniquement parce que le partenaire a des droits, c'est sous-entendre que je n'aurais aucun devoir s'il n'y avait pas de droit. Mais tel est le paradoxe de la injuste vie morale. Le moi n'a pour soi que des devoirs, il n'y a que l'autre qui ait des droits. Ou encore, tout le monde a des droits, sauf moi. La conséquence à laquelle pousse cet aperçu semble vraiment inhabituelle à des oreilles comme les nôtres, habituées à des discours articulés tout entiers et seulement sur le thème des droits. Je cite, « Il n'y a pas de droit revendicable et toute prétention à justice ouverte est injuste. Bien mieux, toute ma dignité est peut-être d'ignorer mon droit et justement de ne pas réclamer le respect de l'autre comme un droit. » La conclusion de Jonkelevitch, qui par ailleurs rappelle des considérations que Simone Weil exprimait dans ces mêmes années, est lapidaire.
Et voici maintenant l'austère vérité. Les droits de l'homme, allusion évidente à la Déclaration des droits de l'homme, ce sont les droits des autres. Par ailleurs, que le corps vivant de la vision éthique de Jean Kelevich se trouve ici est démontré du fait même que ces considérations, développées dans le traité, l'accompagneront jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce paradoxe de la morale qui est son dernier ouvrage, dont la 4e partie est entièrement centrée sur ces mêmes thèmes. Le rapprochement des divers passages du discours de Papoulius jusqu'ici conduit à des conséquences que j'oserais dire radicales. Et c'est ce que je voudrais maintenant mettre en relief pour compléter mon discours et me diriger vers la conclusion. Il y a 2 points qui nous intéressent. D'abord, Kelevich, avec sa critique de la justice et des droits revendicatifs et compensatoires, touche au cœur précisément cette logique du sujet individuel qui est un des fondements les plus résistants, inoxydables de toute notre tradition moderne. D'où dérive cette philosophie du sujet à la première personne pour laquelle, comme le disait Jean Kelevich, mon droit est l'archétype de tout le reste. Ce n'est pas tout. Et c'est le second point saillant. Avec la revendication en contraste et parallèle d'une justice fondée sur les devoirs, Jean Kelevich déchire le périmètre du sujet lui-même, l'ouvrant à une dimension au-delà du sujet et expropriative du soi. Parce que le devoir est ce que toujours je dois à quelqu'un, et donc il est naturellement ouvert, je dirais presque renversé au dehors en direction de l'autre que soi. Il est ce qui nous remet aux autres, l'autre dans nous, ici et là, et en déséquilibrant notre ego en direction de l'extérieur de nous. Ainsi, Jean Kelevich nous ouvre la voie vers une éthique complètement différente, visant à saisir ce qui nous met en commun et donc attentive à l'être en commun, comme il dit, potentiellement multiréticulaire ou multirelationnel, contre la relationnalité purement artificielle typique de la société moderne et contemporaine. D'ailleurs, et voici le lien avec Lévinas dont je parlais au début, il est tout à fait significatif que ce soit précisément sur ce point que nous puissions trouver la plus grande consonance entre les 2 philosophes. Lévinas, en effet, dans Altérité et Transcendance, en se référant explicitement à Jean Kelevich, comme le souligne Joël Ancel dans son nouveau livre, élabore ce même concept. Nous n'avons pas de droit, c'est toujours l'autre qui a des droits. Ayant vu cette éthique ouverte à l'autre homme qui est à la base de la pensée lévinasienne, non moins que de la pensée Jean Kelevichienne. Ce n'est pas un hasard alors si, en suivant ce fil directeur, Jean Kelevich poursuit directement en direction de catégories tout à fait inactuelles, comme celles de compassion, charité, innocence, amour, qui place le sujet dans une condition extatique ou extra-fléchie, comme j'aime dire, relativement à lui-même pour se porter vers l'autre. Autant de catégories avec lesquelles, comme le dit Simone Veil, le droit n'a aucun rapport, évoquant ainsi une justice bien différente ou autre, qui a beaucoup à voir avec la morale ouverte qui, je cite Jean Kelevich, brise le cercle de la communication close dont parlait Bergson. Que ce à quoi pense Jean Kelevich soit une idée différente, autre de la communauté, est démontré par le fait même que, depuis les premières pages du chapitre sur la justice, il oppose tout de suite à la justice abstraite et formelle une justice plus ancienne, enjambant ainsi, c'est évident, toute la modernité et la romanité elle-même. Il prend en effet comme paradigme positif cette justice kata fusine, selon la nature, et non kata nomon, selon la norme, laquelle c'est, Jean Kelevich cite Aristote, qu'il y a une matière pratique et ton iule, et que la nécessaire injustice tient à la nature même des choses, ante fusei tu pragmatos estime. Il s'agit d'une justice autre, donc, qui ne se préoccupe pas de l'universel, mais du singulier, sans pour autant être du parti pris, comme le droit, qui en revanche est toujours d'un parti et donc partial.
Une justice qui ne considère pas la loi, mais les circonstances effectives et les cas spécifiques, ne s'en tient pas à la mesure commune de la quantité homogène, mais à la diversité individuelle, à cette unicité hétérogène à tout autre, à cette apax ou bien à cette ipséité, comme le disait Jankélévitch, inimitable, et que chacun d'entre nous est. Pour cette raison, quitte à laisser place à l'injustice, comme dans le cas d'Antigone, ainsi que le rappelle opportunément Jankélévitch, qui, en violant la loi abstraite de Créon pour inhumer son frère Polynice, pour lui offrir une sépulture naturelle, voilà le cataphyusine, renvoyait à une sainte injustice, voire, je cite Jankélévitch, à une justice plus humaine, profonde, pneumatique, même injuste s'il le faut, qui désignait le domaine des lois non écrites, agraphoi nomoi. En somme, il s'agit de cette justice dont parlait Aristote pour faire place, voici le point qui nous intéresse, à une justice commune, basée sur la réciprocité concrète d'hommes vivants et différents les uns des autres, rendant ainsi possible, selon Jankélévitch, la véritable epeikeia, la véritable équité. Nous, hommes, nous sommes parvenus au point qui nous intéresse. Contre la justice formelle et abstraite des sujets conçus comme autant de monades séparées, caractérisés par des droits propriétés, produits typiques de la modernité, Jankélévitch réactualise ou fait signe vers une équité, epeikeia, qui est la base première du être en commun, pour lequel il ne peut y avoir aucun propre, étant donné que ce qui est en commun ne peut par définition être propre ou appropriable. Mais cela n'est possible, c'est évident, que si l'on sort du paradigme clos et de la sémantique du sujet. Et c'est ici que la réactualisation jankélévitchienne de la grande leçon morale de l'Antiquité se conjugue au mouvement le plus intéressant de son discours, où résonnent des accents bergsoniens. L'équité, en effet, est rendue possible seulement si nous nous ouvrons à une disposition d'efférence, d'extroflexion en direction de l'autre, à la lettre de grâce, de charis, pour le dire avec le mot grec transcendance plotinienne qui connote de façon inimitable la pensée de Jankélévitch. Mais cela précisément rompt la cage identitaire subjectiviste. Si le sujet de droit est cette substance monadique achevée en soi, qui est séparée de toutes les autres en tant que clause dans le périmètre de son individualité autonome, Jankélévitch, déjà avec la notion de devoir opposée à celle de droit, comme on l'a dit, défait cette cage conceptuelle pour y substituer une réciprocité ou une efférence en direction de l'autre par laquelle le jeu singulier, subjectif, est poussé à sortir de soi. Et c'est la fond de l'équité, laquelle est basée justement avant tout sur le sens du devoir envers les autres, qui naît de l'être en commun. Mais ce mouvement littéralement extatique n'est possible que si le sujet est ouvert et comme arraché de lui-même, absorbé en un mouvement qui le précède. C'est là et ce qui advient dans le mouvement extatique de la grâce qui capture les individus en les poussant bien au-delà de leur raison calculante et illuministe. Comme l'a dit Jankélévitch, mouvement tout absorbé dans l'oubli de soi et dans la coïncidence extatique avec l'autre, tel qu'il porte hors de soi et sans retour sur soi. Il s'agit de ce mouvement si bien décrit par Bergson dans le discours de la morale et de la religion à propos en particulier de la figure du mystique. Le mystique, en effet, comme l'écrit Bergson, peut être l'opérateur d'une morale ouverte, propre à nous tirer de la ornière d'une morale fermée, adaptée à la conception horizontale et nivellante de la société, parce que son énergie spirituelle transcende l'individualité subjective, homologue à celle de tous les autres, et se relie à cette source commune à tout qui est la vie même, retrouvant ainsi la grâce vivante, expression de Jankélévitch, du réel dans son imprévisible dynamisme, dans son extraordinaire simplicité, retrouvant en d'autres termes la chose par définition la plus commune et la moins appropriable qu'il y ait, la vie justement.
C'est pourquoi se reporter à ce niveau signifie avant tout rétrograder par rapport à toute subjectivité connotée à une constitution historique particulière et ici retrouver l'innocence, la disposition naturellement ouverte ou efférente qui trouve son origine dans la vie même, laquelle non seulement ne peut être pliée à des fins d'écrasement ou dans des dynamiques égoïstes reliées au pouvoir humain constitué, mais dissout exactement ces pouvoirs pour les réintroduire dans un flux régénérateur. Tout est lexique, comme on l'entend bien, a mis le lieu de cette sémantique des droits subjectifs qui, comme je le disais précédemment, est au centre aujourd'hui des discours de notre temps. Certes, il s'agit de parvenir à un nouvel appareil catégorial et à de nouvelles notions qui restent encore entièrement à penser. Mais c'est ce qui exige l'actualité. Des mouvements tout entiers vont changer les contours géopolitiques et des processus sociaux, économiques et culturels sont en train de naître à partir des réalités dynamiques transnationaux, multipolaires et polyrelationnelles, difficiles à classer dans les grilles conceptuelles classiques et modernes. Ce sont ces processus qui attendent d'une pensée à la hauteur du présent d'être pensés dans de nouvelles catégories. Ce n'est peut-être pas un hasard si, précisément au cours de ces dernières années, après une période de relatif silence, voire de marginalisation, des auteurs comme Jean Kelevitch et Bergson retrouvent le centre de la scène philosophique, aux côtés aussi d'un philosophe comme Lévinas. Aujourd'hui surtout, à un moment historique crucial où nous devons penser notre société du futur, d'ores et déjà immergée dans les flux relationnels trans ou supra-individuels et pluriréticulaires, de leurs réflexions, comme je cherchais à le montrer, nous avons beaucoup, sinon tout, à apprendre. Merci. J'ai été intéressé par les deux exposés, mais alors on est obligé, si on veut appliquer la phrase de Bergson, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, faudrait, à la manière de Derrida dans son livre sur l'hospitalité, mettre en regard avec des comportements concrets. Est-ce que dans les commissions de recrutement, tout le monde a des droits sauf moi, je ne fais pas passer mes étudiants d'abord? Est-ce que je réponds à un mail de quelqu'un qui n'est pas mon supérieur? Est-ce que je dis bonjour à quelqu'un qui n'est pas utile pour moi à la carrière? Est-ce que je regarde les étudiants quand je fais un cours sur le visage? On est loin du bisounours. Et il faudrait appliquer à Bergson lui-même, malheureusement, parce qu'il n'avait pas seulement comme héritier Jean Kelevitch, il avait aussi comme héritier Jean Guiton, qui a été interdit, et même comme légataire universel, qui a été interdit d'enseignement en fait de collaboration. Et Jean Kelevitch a manifesté contre la nomination de Jean Guiton à la Sorbonne. Et il y a même un passage du testament de Bergson où il dit tous les juifs sont mes frères, sauf ceux qui manifestent, font grève et tout ça. Enfin, je vous donnerai le texte précis qui est dans la biographie de Bergson de Frédéric Born. D'accord, donc c'était l'intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste comme ça on change de thème. Une précision juste parce que j'avais oublié ce passage où Jean Kelevitch parle d'Antigone. Où est-ce que ça se trouve? Le chapitre sur la justice, dans le traité de Brutus. Ah voilà, oui. Parce que je me souviens... Et à deux endroits, au début et à la fin. Sur Aristote au début. Oui, début et fin de ce chapitre. Deux fois, il se réclame à ce, mais pas seulement, j'ai cité seulement Antigone, mais il se réfère aussi à la figure d'Ulysse, qui rend les lois officielles, non, avec sa ruse, et aussi Prométhée, qui vole le feu aux dieux pour les donner aux hommes. Ce sont tous des exemples à qui se réfère Jean Kelevitch pour parler de cette justice un peu injuste, mais qui fait une justice autre, plus productive et des justices des lois abstraites, formelles. Merci. Autre question? Question brève, c'est possible.
Oui. Est-ce qu'on peut identifier la justice clause? Parce qu'Aristote appelle la justice commutative. Est-ce que c'est plus compliqué pour les deux conférenciers, puisque c'est Le rapport entre justice clause et justice commutative. Donc Aristote. Jean Kelevitch en parle, je pense. Alors, est-ce qu'il en parlait de personne Aristote? Je sais pas, moi je sais pas. Alors, la justice commutative, justement, c'est pour la justice en équilibre qui Jean Kelevitch critique. C'est-à-dire c'est une justice close dans un rapport purement symétrique entre le défaut et le dédommage. Donc c'est une justice tout à fait abstraite, car cette justice commutative, c'est-à-dire qui commute le défaut avec le dédommage, fait que la faute soit détruite, ce qui Jean Kelevitch n'admet pas du tout, parce que la faute n'est jamais détruisible, chaque action est absolument ineffaçable. Donc, alors, nous pouvons bien nous faire un effort pour nous pour ne pas repentir de notre faute, mais ça ne change pas le fait que nous l'avons commise, cette faute. Alors, le véritable changement, c'est qu'on prend conscience de cette faute, on la porte en soi toujours comme une sorte de chose qui reste à nous pour ne pas commettre des autres fautes. Et donc, il n'y a aucune commutation possible, aucune symétrie possible. C'est là, selon Jean Kelevitch, la justice close dans ce compte rendu, comme je peux dire, rendi compte tout à fait direct et qui ne change vraiment la personne. C'est ça ce qui intéresse Jean Kelevitch. Un changement profond et véritable de la personne qui ne peut pas advenir si simplement on dit tu fais cette pénitence, tu dédommages comme ça et après tu laves tout. Voilà, ça c'est impossible. Et c'est une morale justement très austère, très forte, très intransigeante, que je trouve très importante. Toutes les personnes devraient lire l'évidence et Jean Kelevitch, selon moi, l'humanité serait meilleure. Pourquoi tu te différencies d'Antique de l'Égliadère, qui est le premier à avoir levé le Justement, parce que il y a une nette différence, parce que l'Égliadère emploie Jean Kelevitch pour défendre les droits de l'homme. Tandis que moi, je critique les droits de l'homme et aussi le conseil des personnes et tout un apparat catégoriel que je ne peux pas à ce moment parler de tous, mais je pense que c'est à l'origine d'une série de problèmes culturels. Tu as raison, parce qu'il est significatif que le chapitre sur la justice, de l'équité et la justice, il fait quand même, je ne sais pas, 80, 50, 80, 70 pages dans le traité des vertus, c'est énorme, c'est très important. Et ça se termine par l'amour. Et ça, on voit peut-être le lien avec Lévinas. Il finit par une belle envolée sur l'amour, alors qu'on était dans un topo sur l'équité et la justice. C'est assez. Et c'est là où on pourrait peut-être trouver une passerelle avec Lévinas, la responsabilité de l'autre. Voilà, cela ne veut pas dire du tout que quand je dis qu'il y a ce processus de différence du moi, on détruit le moi. C'est évident, comme vous le disiez très bien hier. Au contraire, dans ce processus, le moi s'enrichit des autres. C'est évident, ce n'est pas effacement du moi, ce n'est pas un dividement, uno svuotamento, un dividement, mais c'est au contraire. Voilà, c'est un enrichissement du moi qui va se remplir de tous les autres avec ce processus de grâce. Et donc, aussi pour ce processus qui pense aux autres, d'abord qu'à soi-même, au devoir plutôt qu'au droit. Je pense maintenant, ce qui arrive dans mon pays, par exemple, toutes les personnes défendent leurs droits sans savoir aucune idée des devoirs qu'on doit au contraire penser. Tous les syndicats, etc.,
défendre les droits de tous les différentes classes sociales. Et j'aimerais bien que quelqu'un disait, mais il faut penser au devoir pour sauver l'Italie, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Personne ne parle jamais des devoirs, donc toutes les personnes font les droits des pensionnats, les droits des laboratoires, les droits, et personne qui parle des droits, personne qui parle des droits. Donc, alors il y a encore deux ou trois questions. Oui, là-bas, s'il vous plaît. Jean Kelevich parle souvent de mesures, de démesures, notamment dans le lycée de la conscience. De démesure. La démesure. Voilà, justement, quel est le lien entre cette démesure et la justice ouverte dont vous avez parlé, notamment à travers un exemple de démesure que vous avez pris avec Prométhée qui vole le feu. Donc, justement, quel est donc le lien entre cette démesure et la justice ouverte dont vous avez parlé? Justement, c'est ce que je viens de dire, non? C'est-à-dire qu'il y a une démesure qui transporte le soi au dehors le moi au dehors du soi. Il y a une... Non, c'est ça que je disais tout à l'heure. On ne peut pas régler le rapport entre une mesure arithmétique géométrique, comme le dit Jean Kelevich. Mais il faut qu'il y ait une démesure. Cette démesure, cette transport du soi vers l'autre qui déséquilibre. J'ai lu le passage dans lequel Jean Kelevich dit la justice ne peut être pas symétrique, doit être dissymétrique, ne peut pas être seulement juste dans un sens abstrait et formel, mais doit être peut-être un peu injuste. Donc c'est une question de démesure par rapport à les choses qu'en général on pense. Nous pensons la justice comme une question symétrique, non? Alors, chaque faute a son dédommage, on quantifie le dédommage par rapport au type de faute. Mais personne qui pense au contraire qu'une faute n'a aucun possible véritable dédommage. C'est ça la démesure dont parle Jean Kelevich. Si toutes les personnes penseraient à ça, c'est-à-dire que chaque action est ineffaçable et que chaque action que nous commettons, c'est pour l'éternité, pensez-vous à comment on serait plus attentif à ce qu'on fait, non? Au contraire, on pense toujours qu'on peut faire, surtout dans certains pays un peu permissifs, on pense qu'on peut faire quelque chose parce qu'après on lave cette action, ce comportement, non? Au contraire, pour Jean Kelevich, c'est tout à fait le contraire. Et chaque action n'a pas récompense possible, n'a pas de dommages possible, et c'est ça la démesure à laquelle nous invite à penser. C'est pour ça que je disais son éthique est tout à fait difficile à assumer, parce que c'est une éthique très engageante et très dure. Voilà. Avant de faire la pause, je vous propose de boucler la boucle par une dernière question d'Arnaud. Oui, c'est juste une petite question. Est-ce que Jean Kelevich aborde la question du talion, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, qu'on trouve dans la Bible. Parce que dans son chapitre. À ma connaissance, non. Et en tout cas, il dirait, je ne sais pas, mais il dirait, je pense que c'est... Justice clause, en fait. Oui, comme Bergson. Oui, c'est une justice clause et commerciale. À tort, je pense. Parce que Lévinas, il y a un bel article de Lévinas sur la loi de talion, il montre justement que c'est pas... C'est pas... Pour la justice, l'amour des chrétiens, seul de pour ça va être une question très profane, dans la mesure où on vit dans un monde où tout le monde ne pense pas au devoir, où tout le monde n'est pas juste, est-ce qu'il est quelque part abordé la question du traitement de l'injustice? Et comment une personne juste qui est ou qui cherche à l'être en tout cas, qui est face à l'injustice de plusieurs autrui, moi c'est quelque chose qui me travaille ça, comment elle peut intervenir? Qu'est-ce qu'elle va faire et comment on va faire pour traiter l'injustice qu'on voit se dérouler en face de soi? Parce que c'est injuste de laisser faire.
Absolument pas, c'est évident. Mais je sais pas, Jean Kennedy. Justement, s'il y a des réponses. Oui, je vous remercie beaucoup, mais je pense que Jean Kennedy n'est pas un juge, donc je pense que, comme il rappelait quelqu'un, il disait toujours qu'on doit démontrer, témoigner son prophétique avec sa propre façon d'agir. Et donc c'est pour ça qu'il reprenait la phrase fameuse du Bergson, et aussi tout à fait importante, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Il l'a posé comme une sorte de paradigme moral qui est toujours là, et toujours présent à lui. Et je dois m'arrêter? Provisoirement, on continuera. Mais en tout cas, alors, on peut intervenir face aux injustices des autres en se portant différemment. Par exemple, à Naples, je ferme avec une anecdote, à Naples, on a l'habitude de laisser tomber dans la rue toutes les choses. Alors moi, j'ai l'habitude, quand je vois ça, je prends et je le mets face à la personne qui l'a fait. Pour la simple raison de faire lui voir que c'est mieux de ne pas jeter les papiers dans la rue. Voilà, je pense que petit mot pour dire qu'avec son propre agir, on peut dire à l'autre, sans le juger, sans le condamner, écoute, on peut se porter de façon un peu différente par toi. Merci beaucoup.